Donc après les applis smartphone, iPad 360, après le documentaire, voici maintenant donc un autre média qui est le web documentaire dont va nous parler Richard Pelé, archéologue INRAP, et Jean-Pascal Marron de la ville de Nîmes, donc sur un exemple concernant les arènes de Nîmes, un amphithéâtre romain, l'exemple d'un web documentaire avec une approche ludique et interactive. Donc l'idée de vous présenter un projet qui a été porté par la ville de Nîmes, par l'INRAP, par Universcience et puis par le ministère de la Culture via la DRAC Languedoc-Roussillon. Donc un web documentaire sur l'amphithéâtre de Nîmes, dans lequel, parce que c'est pas le sujet, enfin c'est un sujet majeur du projet, mais c'est pas non plus que ça, dans lequel on a intégré effectivement ce qu'on a appelé une visite virtuelle de l'amphithéâtre. Donc c'est principalement sur cet aspect-là du projet qu'on va se concentrer, et donc une visite virtuelle en 3D dont Richard parlera plus en détail. Bon, quelques données, c'est un projet qui a été financé donc, par la bourse Estime, donc c'est une bourse qui était délivrée par Universcience, Cité des Sciences, Palais de la Découverte. Le but était de financer, de coproduire des projets audiovisuels et multimédia valorisant les cultures scientifiques plutôt auprès d'une tranche jeunesse et de publics défavorisés ou bénéficiant pas d'un accès facile à la culture. On a un budget, puisque les questions de budget ont été évoqué plusieurs fois ce matin, un budget assez confortable, hein, puisqu'on est autour de 180 000 € de production, et puis avec des apports assez substantiels de nos partenaires, l'INRAP, la Bourse Estime et la DRAC. Et là-dedans, puisque c'est ça qui nous intéresse, on a 35 000 € qui ont été consacrés à l'aspect 3D du projet. Donc modélisation de différents espaces, différentes vues de l'amphithéâtre. Voilà, les coproducteurs, donc Universcience, INRAP, DRAC Languedoc-Roussillon, Ville de Nîmes. Donc notre objectif, je vous montrerai un petit peu le projet après évidemment, notre objectif déjà c'était d'aborder l'amphithéâtre sous différents angles, sous l'angle d'une description du monument au plan architectural, mais aussi de raconter les techniques de construction de l'Antiquité, en partant de ce point de départ évidemment jusqu'à la restauration qui est actuellement en cours et l'ensemble des études et des recherches aussi qui sont menées en parallèle d'une restauration, de la restauration d'un monument de cette envergure, et puis les découvertes archéologiques qui ont émaillé, je dirais, toute la vie de l'amphithéâtre, de sa, si j'ose dire, redécouverte au début du 19e, ou en tout cas de ce moment où on le considère comme un monument, sujet d'études et de conservation, jusqu'à aujourd'hui les études qui sont menées par Richard et les équipes de l'INRAP, et puis les travaux qui sont aussi ceux des équipes qui s'attellent à la restauration. Donc on avait une cible qui était une cible très grand public, jeunesse 15-25, on voulait que ça serve pour les enseignants, que ça touche un grand public non spécialiste, donc on est vraiment dans une problématique de médiation, de transmission des savoirs. On est allé vers le web documentaire parce que c'est un média contemporain qui a une diffusion très ouverte. Un web documentaire, vous pouvez le consulter chez vous à n'importe quelle heure, de n'importe quel endroit. Vous pouvez le consulter à Nîmes, à Paris, à Hong Kong, à New York, à Bamako. Peu importe où vous vous trouvez, du moment que vous disposez d'une connexion Internet, il est gratuit. Donc on répondait à une demande d'Universcience d'être sur un produit assez universel, très accessible, etc. Et on a choisi le web documentaire parce qu'il nous permettait aussi de faire appel à tous les registres, je dirais, de représentation, de narration, que nous offrent les technologies actuelles de l'image, c'est-à-dire l'illustration, le design graphique, l'interview vidéo, la reconstitution 3D, les mini-jeux et les démonstrations interactives. Donc ça permettait d'avoir un panel extrêmement riche de propositions, je dirais, de médias, de médiation pour transmettre nos contenus. Et puis, évidemment, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, l'évidence qui s'est fait assez rapidement, c'était d'avoir
une reconstitution 3D du monument, puisque d'une part on essayait, même s'il est assez facile à comprendre, je dirais visuellement aujourd'hui, puisqu'il est très bien conservé, mais d'essayer quand même de le présenter au public dans l'état où on suppose qu'il était au moment où il a été livré par l'architecte et les constructeurs romains. Donc du coup de pouvoir aussi le montrer un peu en fonctionnement avec le vélum, les circulations de spectateurs, etc. Et puis ça fait aussi écho à la restauration qui est actuellement en cours, qui si même elle n'a pas vocation à reconstruire l'amphithéâtre, essaye dans tous les cas de faire en sorte qu'il se départisse le moins possible de ce qu'était son aspect originel. Voilà, donc quelques mots encore sur partie prééditoriale. Donc on a cherché, ce que je vous disais tout à l'heure, à mélanger différents types de contenus, différents types de modules. Le webdoc fonctionne sous forme de modules qu'on consulte les uns après les autres ou dans l'ordre qu'on souhaite, puisqu'on est sur un produit interactif, donc c'est aussi une logique de navigation non linéaire, en intercalant entre chaque séquence, on va dire, didactique et pédagogique, des petites fictions, des petites vignettes animées avec des personnages qui sont l'architecte, le commanditaire du projet, etc. à l'époque romaine. Là, c'est des petites ponctuations, des petites virgules humoristiques qui nous permettent de détendre un petit peu l'atmosphère, de dédramatiser le propos et de le faire passer plus facilement auprès d'un public qui n'est pas forcément acquis d'avance à ce type de développement. Voilà, donc on a travaillé avec un écrivain qui est auteur de romans historiques, on a travaillé avec un illustrateur, et puis sur toute la partie conception et développement, on a travaillé à nouveau avec Art Graphique et Patrimoine qui était à la table là tout à l'heure pour la modélisation 3D, et puis une agence qui s'appelle Opixido qui elle a plus s'est occupée de toute la partie conception, scénarisation, design graphique, développement informatique, etc. Et puis on a toute une partie aussi d'interviews dans ce produit où on va retrouver un certain nombre de spécialistes, Richard Pellet qui est à côté de moi, mais aussi Marc Sellier de l'INRAP, Roland Picard d'une des sociétés qui travaille actuellement sur la restauration, Jean-Claude Golvin qui est dans la salle aujourd'hui, qui a apporté à la fois son éclairage de spécialiste, mais aussi ses très belles aquarelles. Voilà, Delphine Christophe de la DRAC, Michel Goutal, architecte en chef des monuments historiques, qui est en charge de la restauration. Voilà, donc là ça vous permet un petit peu de situer un petit peu le projet. Coproducteur INRAP Univers Sciences, prestataire donc Opixido, Art Graphique et Patrimoine, et un groupe projet au niveau de la ville de Nîmes constitué de gens dépendant de différentes institutions culturelles de la ville, le musée archéologique, le musée du Vieux-Nîmes, les archives, Carré d'art, bibliothèque, etc. Alors du coup je vais vous le montrer un petit peu. Alors là j'espère que ça ne va pas être trop compliqué parce que comme le réseau n'est pas... Cette petite séquence d'intro tournée avec un drone, on arrive sur la page d'accueil où on a trois grandes rubriques. Je m'excuse, je vous tourne un peu d'eau, mais ça me permet de suivre, parce que je ne l'ai pas sur mon écran là. Donc là, tout un chapitre qu'on a appelé Construire, qui raconte la construction de l'amphithéâtre à l'époque de l'Antiquité, comment à l'Antiquité on conçoit, on dessine et puis on construit un équipement de cette envergure. La partie restaurée qui commence au début du 19e, dégagement de l'amphithéâtre, première recherche archéologique jusqu'à la restauration qui est actuellement en cours, et puis en parallèle toutes les recherches archéologiques qui ont émaillé cette période, et puis la visite virtuelle, donc, qui est un petit peu
l'illustration un petit peu de tout ce document, donc avec la modélisation 3D. Je vous montre un petit peu comment ça se passe je dirais sur les modules qui ne sont pas à proprement parler de la 3D. Donc on a nos petites séquences introductives. Nous arrosons une grande nouvelle, Quintus. Te rends-tu compte que nous allons construire ici à Nemausus un amphithéâtre en pierre comme à Roma, à Narbo Martius, à Arelate? Je vois déjà d'ici les chasses aux animaux féroces, les combats de gladiateurs. C'est sûr, le peuple va adorer. Et moi aussi. C'est l'argent des nôtes et des marchands d'huile qui paiera ce bel ouvrage. Il faudra leur réserver des places sur les gradins, comme pour toi, Octavius, et les autres magistrats romains. Ça tombe sous le sens. Mais qui va le construire? L'ingénieur architecte a déjà été recruté. Son nom est Lucius. Un garçon formidable, tu verras. Voilà, donc là, on se met dans l'ambiance. Et puis après, bon voilà, on a différents modules, comme là, une carte interactive des amphithéâtres romains. Ensuite, on passe à une interview de Jean-Claude Golvin. Ah non, pardon. Une petite remise en contexte de la colonie romaine de Nîmes. Je crois que l'interview est après. Voilà. L'amphithéâtre, c'est un lieu de spectacle. Il ne faut jamais oublier le caractère idéologique de ces édifices. Puisque les jeux qui allaient s'y dérouler, le fait de créer les édifices, c'était les riches corporations, soit des marchands de la ville, soit des privés, donc qui allaient réaliser des monuments importants, et tout cela à la gloire de l'Empire, à la gloire de l'empereur, tout était donné dans le cadre de ces fêtes et de ces cérémonies. Voilà, donc là je vous ai montré un petit premier module, ça vous donne une idée de la diversité des formes qu'on propose, et puis maintenant, puisqu'on est quand même sur les problématique de la 3D, je vais aller sur la partie visite virtuelle. Donc là, on n'est pas du tout dans la même démarche que très intéressante par ailleurs du film de tout à l'heure. On est vraiment dans une utilisation de la 3D à titre d'illustration d'un propos, à titre d'objet de médiation pour mieux comprendre le lieu, mieux comprendre le bâtiment. Donc là, on a différents points d'intérêt qui vont nous permettre de découvrir l'amphithéâtre sous différents aspects, soit sous forme de petites séquences vidéo comme là. Ça rame un peu. Hop. Et puis, je retourne là. Sous forme aussi de panoramique 360, permettent de découvrir le monument sous différents angles. Alors j'ai pas toute l'interface, là c'est pas évident, on va faire comme ça. Et puis, non, des petits diaporamas comme ça. Et puis par exemple là, un exemple de l'utilisation de la 3D pour montrer, pour donner à voir des choses qui ne peuvent pas être tellement faites autrement, c'est toute la circulation des spectateurs, si le film veut bien se lancer. Voilà un petit peu un aperçu du projet, dans toutes ses facettes. Je vais passer peut-être la parole à Richard qui peut nous raconter un petit peu comment se sont passés les échanges entre l'aspect scientifique, la connaissance scientifique du lieu, et puis les équipes de modélisation pour arriver à une modélisation satisfaisante au plan scientifique. Bonjour, donc j'ai eu la chance de travailler sur ce monument magnifique et je continue donc à suivre les restaurations qui ont cours actuellement sur Citravé. L'échange avec notamment Art Graphique et Patrimoine a été très important
parce que effectivement la personne qui réalise ça, c'est ce document que vous voyez actuellement, qui est très beau graphiquement, et aussi très faux et archéologiquement, ce qui est normal. C'est pas un archéologue, c'est pas un architecte, c'est un concepteur d'images numériques. Et donc, automatiquement, on a eu énormément d'échanges avec cette personne-là, au travers de Jean-Pascal, ou même en direct ensemble, pour apporter des corrections et être quand même au plus juste de la réalité du monument. Si vous remarquez... oui, oui. Vous avez... Je sais pas si elle montre la souris. Ouais, tu peux. Ce qu'il y a, c'est que tu tends le cou pour voir ce que tu fais. Elle est où la souris? Hop là. Non, non, elle y est. Non, elle apparaît pas. Tu l'as que sur la vision. Non, elle apparaissait là. Oui, oui, montez. Vous l'avez. Bon, si, voilà. Il faut que j'y aille doucement. Des petites bricoles, c'est souvent des petites choses qu'il faut corriger. En tant qu'archéologue, moi j'étais sur l'échafaudage, j'avais la vision du monument devant moi à quelques centimètres, et c'est vrai que ça m'a permis de faire énormément d'observations. Et notamment, là quand vous êtes à 22 mètres de hauteur, en extérieur c'est quand même un peu difficile si vous êtes en bas pour observer le monument, c'est clair. Mais par exemple, si vous regardez un petit peu, la représentation de ces blocs, ils sont mis, on va dire, dans le sens de la longueur. Et ici, vous avez des petits blocs, tout petits. Ce n'est pas ça du tout, bien sûr. Ça ne pourrait jamais tenir. Et en fait, si des corrections, et c'est ça, tous les échanges, on en a eu quand même de nombreux, ce qui est normal, et il vaut mieux d'ailleurs. Elle est où la souris du coup? Ouais. En fait, voilà, un peu le travail qui a été fait avec Art Graphique et Patrimoine, ça a été de corriger en fait toutes les petites erreurs. Les joints qui n'étaient pas bons, par exemple. Vous voyez en orange, là j'ai rectifié tous les joints. Par rapport au bloc à côté. Les petits rajouts en bleu, par exemple, c'est toutes les agrafes, tous les cerclages qui manquaient sur les blocs, les agrafes métalliques. Donc en vert, donc les petites traits verts, c'était pour dire tout ce qui n'était pas bon en fait. Là où les joints n'étaient pas bons, donc il fallait les gommer, il fallait les retravailler. Mine de rien, c'est pas grand chose, mais à l'échelle du graphisme complet, c'est beaucoup de travail. Je pense que Graphique et Patrimoine, la personne qui s'en occupait, Laurence, devait s'arracher les cheveux des fois. Mais c'est le genre de petites choses. Pardon? Oui, effectivement. Bon, pardon. Après, bon, effectivement, à partir d'un document comme ça, justement parce que Art Graphique et Patrimoine m'a autorisé aussi à utiliser ce document, j'ai pu, moi, par la suite, à la fin de mes interventions, retravailler ces documents parce que j'avais observé de nouvelles choses. Il est certain que ce document-là aussi ne peut pas rester figé. À un moment ou à un autre, il faudra envisager peut-être une évolution, puisque, bon, là, pour l'instant, c'est très bien, c'est vrai que ça fait découvrir quelque chose, mais bon, faudra peut-être envisager des évolutions, parce que le monument, on apporte, chaque fois, chaque jour, on a de nouvelles connaissances qui sont apportées. Par exemple, là, j'ai l'occasion de retravailler sur l'axe principal, le grand axe de l'ellipse, qui est probablement une des sorties, on va dire, des acteurs, si on peut appeler ça les gladiateurs ou les chasseurs des acteurs. Donc nous avons, j'ai retravaillé là, et sur ce grand axe, et je me suis rendu compte, par exemple, qu'il y avait des choses qui apparaissaient très certainement au niveau de la porte. On a des mâts qui sont beaucoup plus grands, des choses dans ce style-là. J'ai un double cerclage, au lieu d'avoir un seul trou pour une console, il y en a deux, par exemple. Donc, il y aura des petites modifications qui peuvent être envisagées, mais même si dans les médias, le webdoc, c'est pas le but. On va pas le refaire tout de suite, c'est clair. Mais voilà, c'est toujours un document qui peut évoluer. Et l'intérêt aussi de ce document, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ça permet de visualiser des hypothèses de travail. Ça a été aussi très, très important
pour moi, parce que j'avais avancé pas mal d'hypothèses de travail, et le fait de le mettre en forme, visuellement, ben c'est important, parce que c'est pas avec un dessin à plat que je peux nécessairement le produire, surtout puis je suis pas informaticien non plus, je suis archéologue. Voilà. Alors, je voulais finir avec un petit bilan de l'utilisation de la 3D en tant qu'outil de médiation, un petit peu les apports et puis les contraintes. C'est vrai que l'image tridimensionnelle, elle nous permet de restituer de manière extrêmement réaliste et quasi physiquement au plus juste scientifiquement, en tous les cas quand c'est l'objectif, un monument. Donc ça, c'est vraiment un outil de création d'image extrêmement puissant parce que on ne fabrique pas un point de vue comme quand on travaille une image 2D où on va juste représenter cet angle de vue sur cette pièce en photo ou en dessin. On construit un objet qui est fini et qui est une sorte de matrice qui va nous permettre de générer des images. Donc ça, c'est extrêmement puissant parce qu'on a un outil qui va nous permettre de produire toutes sortes d'images fixes ou animées et qui par ailleurs permet effectivement de vérifier des choses sur je dirais la cohérence physique de l'objet qu'on est en train de dessiner. Donc ça permet effectivement de confronter des hypothèses théoriques et des réalités objectives qui vont dans le sens d'un certain accompagnement de la recherche ou en tout cas de l'évolution des idées et des certitudes qu'on a sur un monument. Après, d'un point de vue des objectifs de médiation qui sont plus les miens, ça me permet de donner à visiter et à observer sous des angles inédits, sous des angles impossibles, des éléments qui parfois même n'existent plus, donc de redonner à voir des choses qui soit ne sont pas possibles, soit ne sont carrément plus visibles parce que ça n'existe plus. Donc c'est aussi dans une problématique de médiation, d'essayer d'aller chercher le public et de l'amener vers nos connaissances, un levier très fort d'attractivité parce que on sort d'un discours théorique, abstrait, qui est difficile à schématiser mentalement pour proposer une image qui est facile à comprendre, qui est immédiatement intelligible par la plupart de nos contemporains. Et puis c'est aussi la possibilité de définir une direction artistique, donc de travailler aussi sur cette médiation. Je voudrais attirer aussi l'attention sur un point qui est assez peu évoqué quand on parle de la 3D, parce que quand on fait de la 3D, on est tout de suite dans l'idée que c'est du photoréalisme, c'est de l'ultra-réalisme. Or, il n'est absolument pas obligatoire avec la 3D de faire de l'ultra-réalisme. On peut travailler sur des textures qui sont de l'ordre de textures de dessin, de textures aquarellées, et du coup proposer une visite par exemple d'un monument tout en faisant d'une incertitude scientifique la justification d'une certaine imprécision du dessin qui va pouvoir être réutilisée artistiquement pour proposer quelque chose qui d'un point de vue sensible est attrayant et qui par ailleurs permettra d'être plus vague sur certains points parce que la science n'a pas forcément toutes les réponses. Donc c'est aussi, enfin je profite de ce moment pour dire que la 3D c'est pas forcément le photoréalisme, ça peut être des traitements très différents. Enfin les débuts de la 3D c'est quand même des cartoons qui n'ont rien de photoréaliste et qui n'ont rien de réaliste, hein, si on pense aux productions de Pixar ou de Walt Disney qui utilisent la 3D, on n'est pas du tout dans le réalisme. Donc je pense que dans les milieux de la médiation du scientifique, il faut aussi désapprendre le fait que la 3D c'est forcément une image photoréaliste, donc perçue comme vraie, et donc avec tout le danger que représente le fait de présenter une image qui, par son réalisme, donne l'impression qu'elle est vraie. Donc, les contraintes après de la 3D, effectivement, c'est disposer de budgets adaptés parce que c'est quand même des processus de fabrication d'images qui sont longs, qui mobilisent des compétences d'assez haut niveau et donc du coup, je vous l'apprends pas, ça représente des budgets qui sont quand même substantiels. Travailler avec des prestataires spécialisés, c'est vrai que pour un projet comme ça, on préfère travailler avec une société comme Art Graphique et Patrimoine qui a une vraie expertise sur la modélisation de lieux de patrimoine plutôt qu'un infographiste 3D qui serait spécialisé dans les petits personnages mignons pour la publicité. Il y a évidemment une connivence et une communauté d'objectifs qui est 10 fois plus facile à établir avec ce genre de société que si on travaille avec des gens qui n'ont pas vraiment l'aptitude. Alors après, cette
la réussite du projet, évidemment, mais je pense que ça, vous l'avez tous perçu, compris, intuité, c'est qu'on a besoin d'une implication forte de l'équipe scientifique, c'est-à-dire que c'est une capacité de la part des équipes de prod à comprendre les objectifs du scientifique et une capacité de l'équipe scientifique à comprendre les moyens qu'on utilise, comment on les utilise et vers quoi on veut aller en tant que créateur d'images pour faire coïncider les objectifs de chacun. Donc là, ça demande une vraie intelligence, je dirais, de projet. Les scientifiques ayant parfois des visions et des objectifs qui déroutent un petit peu les gens d'image et inversement. Il faut évidemment disposer de connaissances et d'une documentation visuelle suffisante sur le monument pour rendre sa modélisation envisageable. Plus on va avoir des plans, plus on va avoir d'images, plus on va avoir de reconstitutions qui sont, enfin de relevés pour le coup, de dessins qui sont proches des dessins d'architecture, plus ça va être plus simple, moins il y en aura, plus on va être sur un dessin qui est de l'ordre de l'inspiration, mais qui n'est pas forcément fondé, je dirais, scientifiquement. Et puis un des écueils de la 3D, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure en précisant qu'elle n'est pas forcément photoréaliste, c'est un choix artistique qu'on n'est pas obligé de faire, c'est qu'effectivement, ça je n'ai pas forcément la réponse, mais il y a un besoin au niveau du scientifique et des gens de la médiation, s'ils défendent leur discours de manière cohérente, à maintenir la 3D, l'image 3D dans son statut d'hypothèse, parce que aussi sérieusement qu'elles aient été réalisées, aussi documentées qu'elle le soit, Richard le disait, les recherches scientifiques évoluent, donc ce qu'on a dit en l'année A n'est pas forcément absolument vrai en année A+3, donc de réussir à faire comprendre que ces images qui, par leur caractère extrêmement précis, extrêmement détaillé, extrêmement réaliste, prennent naturellement un statut de vérité, ne sont en réalité que des hypothèses, que des moyens de percevoir, mais pas forcément une vérité incontestable et immuable. Comme disait Marshall McLuhan, la carte n'est pas le territoire. Voilà. Merci. Merci à tous les deux pour votre présentation. On peut vous applaudir aussi. Avant de passer la parole à la salle, une première question. Donc pour qu'on comprenne bien le contexte, le levé ou relevé tridimensionnel a été réalisé par Art Graphique et Patrimoine dédié à ce projet. Dans le micro. Il se trouve que Art Graphique et Patrimoine avait travaillé en parallèle à un projet porté par Culture Espace, qui est, je dirais, l'opérateur qui gère l'amphithéâtre et puis la Maison Carrée et la Tourmagne à Nîmes, de tablettes en réalité augmentée qui permettaient de contempler les arènes dans l'état qu'elles devaient avoir à l'époque antique. Donc tout ce travail de photogrammétrie, je crois qu'il y a eu de la lasergrammétrie également, avait déjà été fait. Il ne restait plus que les façades et la partie externe, probablement un peu plus simple, dans le sens où c'est quand même une travée qui se répète quasiment de manière identique à chaque fois, etc. Donc on s'est appuyé sur un travail qui avait déjà été réalisé. Et deuxième question de ma part, on voit donc des restitutions de l'amphithéâtre extrêmement réalistes. Hein. Je pense à cette image où on voit même les fresques peintes sur ces panneaux là, à peu près au niveau de la piste, ou alors les tentures rouges qui descendent, qui servaient quoi, à protéger du soleil, j'imagine, les spectateurs. Donc là, c'est à l'archéologue que je m'adresse. J'imagine que vous n'avez pas d'image d'époque de ce qui figurait sur ces fresques. Oui, donc la part de l'interprétation, la part de la vérité. Oui. Non, alors pour le vélum, dans l'ensemble, ça peut être tout à fait juste. Par contre, la teinture rouge, ça c'est clair que la teinture rouge a été changée. La teinte en elle-même a été changée parce que le rouge, ça ne convenait pas, disons, pour des toiles qui devaient être très certainement dans des tons gris, ou pas gris, mais beige, ou dans ces eaux-là. La teinture rouge coûtait trop cher. Il y a peu de chances qu'à l'époque, ils éteignent la toile en rouge. Voilà, c'est des petites choses comme ça qu'il fallait effectivement changer. C'est effectivement là, c'est le rouge qui a été retenu pour le coup. Non. Là, cette image-là, les deux images que j'ai dans la montrées, version définitive. Voilà, oui, dans la version définitive qui est en ligne. Très bien, ça n'a rien à voir. Oui, ça c'est clair. C'est justement tous ces échanges-là qu'il a fallu avoir et qui ont été souvent très très longs.
le coût de la teinture, effectivement, bon, les mâts, les fixations, ça nous permet de mettre sur l'amphithéâtre actuel, je pense que la plupart d'entre vous doivent le connaître, une bonne partie des consoles sont cassées, elles ne sont pas toujours en bon état, donc c'est celles qui soutiennent les poteaux des mâts. Bien sûr, à l'intérieur, on a restitué des poteaux en bois. Si vous n'êtes pas attentif, vous ne verrez jamais que ça a existé. Souvent, les couronnements des blocs sont cassés, donc on ne peut pas savoir si oui ou non il y a eu des poteaux. Là, l'avantage, en recréant ces images, ça nous permet d'avancer des hypothèses et surtout de se rendre compte comment ça pouvait être et de voir si ça peut tenir l'hypothèse ou non. Et ça, c'est important. À mon sens, je pense que c'est quand même quelque chose de très important. Et d'apporter des corrections éventuelles. Question ? J'aurais voulu savoir, en gros, la notion du temps. Évidemment, c'est pas facile, c'est pas comme un film linéaire, mais le nombre de chapitres, de temps de lecture, on va dire, approximatif des choses. Et puis aussi, le temps de production, combien de temps avez-vous mis entre le départ du projet jusqu'à sa finalisation, la mise en ligne sur Universcience? Je n'ai pas eu l'occasion d'aller le voir personnellement, mais je vais me précipiter, surtout rentrer à la maison, parce que c'est magnifique. Bon, merci. Alors, en contenu, en fait, alors il y a, je crois, 16 chapitres au total, hors visite virtuelle. Oui, je crois que c'est ça. Il y en a 4 par... Oui, il y a 16 chapitres, donc 16 petites animes, là, 16 petits cartoons, suivis en général de 2, 3, 4, 5, 6 modules, plus didactique pédagogique. Au total, et interview également, au total, on n'est pas loin des 3 heures de contenu, en fait. Si on regarde en intégrale, vraiment, si on fait tout, de A à Z, on n'est pas loin des 3 heures de contenu. Ouais. Et donc, pour une durée de production? Alors la durée de production, alors si ça dépend d'où on se place. Si on parle du moment où on a commencé à monter le dossier à la ville de Nîmes pour obtenir, parce que c'est un vrai travail, je dirais, d'amorçage, même si on n'est pas encore en production, on n'est qu'en phase de conception et de recherche de financement. On a commencé, je crois, à travailler sur le dossier, ça doit être en 2013, je pense. Et il a été mis en ligne au printemps 2016. Voilà. Et après la prod à proprement parler, le moment où on commence à travailler avec Opixido et Art Graphique et Patrimoine, c'est fin 2015. Attendez, oui, c'est... Non, qu'est-ce que je dis? Fin 2015. Ouais, ça doit être plutôt fin 2014, parce qu'on a mis un peu plus d'un an. Hein. On a mis un peu plus d'un an, pas tout à fait 1 an et demi, ça doit être 1 an et 3 et 4 mois en production pure. Donc c'est fin, oui c'est ça, c'est fin 2014, le début de la prod et une mise en ligne au printemps 2016. Et ce format du web documentaire, c'est un format qui commence à avoir il y a un certain retour sur expérience. Ça fait à peu près une quinzaine d'années, je pense qu'on a commencé à avoir des web docs mis en ligne. Arte aussi a toute une politique de mise en ligne de web documentaire avec des reportages dédiés au web doc. Ça a été quoi qui a prévalu au choix de ce format plutôt que une vidéo et puis est-ce que vous avez déjà un petit retour sur expérience en termes de fréquentation? On voit que c'est vraiment un gros investissement en temps, j'imagine aussi économique. Donc est-ce que c'est un format qui finalement tient un peu ses promesses, quoi, quelque part? Alors, pour le choix du webdoc, bah, ça je l'ai un peu expliqué tout à l'heure. C'était... bon, moi je viens du multimédia, donc... c'est aussi culturellement le genre de produit avec lesquels je suis à l'aise et on trouvait d'un commun accord au niveau de la ville de Nîmes que par rapport aux attentes d'Universcience, d'avoir un produit accessible à tous, c'était la forme la plus adaptée, quelque chose sur Internet. Parce que bon, un film, il faut qu'il passe. Bon, après, ceci dit, on peut le mettre sur Internet, un film aussi, hein, mais bon, là, on se disait, quitte à être sur le web, autant utiliser tout ce qu'elle nous permet de faire, et c'est-à-dire d'aller dans des registres de narration et de transmission qui embrassent tout ce qui est possible, je dirais, des références au livre, à l'audiovisuel, en passant par le jeu vidéo. Donc vraiment d'être dans quelque chose, et ça allait aussi dans le sens d'être accessible, c'est-à-dire que on sait que quand on est sur des problématiques de médiation, plus on multiplie les formes différentes de transmission
d'une information, plus on a de chances de toucher son public. Donc là, celui qui n'a pas envie de voir des interviews peut trouver son compte dans des démonstrations interactives. Celui qui, au contraire, n'apprécie pas le côté cartoon va quand même se dire mais il y a quand même des interviews de haut niveau, hyper intéressants. Donc en plus de ça, on navigue entre des niveaux je dirais de discours qui, tout en restant cohérents éditorialement d'un point de vue global, je l'espère, permettent de s'adresser à des gens qui attendent des choses différentes. On peut toucher des adultes comme des enfants, ça a bien marché dans les écoles, et puis en même temps une interview de Jean-Claude Golvin ou de Richard, il n'y a pas d'âge pour la regarder. Voilà, et après... Sur le... Oui, vous avez déjà commencé à répondre, donc si je comprends bien, vous dites que ça a été utilisé dans les écoles, il y a aussi eu un effort d'accompagnement de la sortie de ce webloog fait par la ville de Nîmes pour que ça touche un certain public jeune. J'imagine que c'est pas juste mettre en ligne le webloog et puis attendre de voir ce qui se passe. Oui, enfin on l'espère. C'est vrai qu'il y a eu effectivement de notre part un effort de faire connaître ce projet aux enseignants de la ville de Nîmes, plus largement à l'ensemble. Là en plus on est en train de le traduire en anglais, donc on aimerait qu'il ait un petit peu d'aura internationale. Après, bon, c'est vrai qu'on aurait aimé être un petit peu plus, peut-être un petit peu plus accompagné par les moyens de la communication de la ville pour le promouvoir encore un peu plus. Bon, après, on n'est jamais content. Voilà. Après, par contre, effectivement, alors je suis très mauvais en chiffres, donc je les oublie, mais on a quand même constaté des chiffres de connexion qui étaient quand même très, très positifs. Et avec aussi quelque chose qui est intéressant, c'est des visites d'en moyenne 5 à 6 minutes. Donc une visite en moyenne, hein, donc c'est vraiment la moyenne de toutes les visites. Quand on a des visites en moyenne 5-6 minutes sur un site web, c'est vraiment qu'on arrive à accrocher du public, parce que le temps moyen de passage sur un site web, en général, c'est de l'ordre de quelques secondes ou un petit peu plus d'une minute, sauf évidemment quand on a vraiment quelque chose à y faire, mais les sites internet sont des choses sur lesquelles on passe aussi parfois inopinément par le biais d'une recherche Google, etc. Donc on a été satisfait de voir qu'en général, il y a un faible taux de rebond. Donc, beaucoup de gens qui, quand ils arrivent sur la page d'accueil, en fait, au lieu de se dire non mais c'est pas ça que je voulais voir et je passe à autre chose, ils disent ah bah tiens ça, qu'est-ce que c'est ce truc? Et des gens qui restent quand même un certain temps à consommer nos contenus. Sur la consommation là, du contenu, je pense, ce qui est intéressant dans les présentations cet après-midi, autant pour le Mont-Saint-Michel que pour vous, c'est qu'on a l'impression, presque d'une manière prétentieuse, on se dit, ben voilà, maintenant les archéologues s'adressent au grand public, donc on a des producteurs, on a des gens, des réalisateurs qui travaillent sur les produits qu'on a réalisés nous, enfin qui sont issus du terrain, et dans les deux cas, on s'aperçoit qu'il y a un retour, un échange avec les archéologues, et que ça a été dit, les deux documents servent de modèle pour avancer la réflexion archéologique. Ce qui montre, bon, bien entendu, que les gens s'entendent bien, qu'ils réfléchissent, qu'ils continuent à travailler, mais surtout que dans le travail de base de l'archéologue, il manque ce niveau-là de modélisation. C'est-à-dire, on est capable aujourd'hui de produire des données, de fabriquer des sites, de rendre des rapports, parfois de rendre des publications, mais que ce qu'on évoquait ce matin, les maquettes, le travail d'architecte, les aquarelles, tous ces éléments de modélisation qui permettait d'arriver à la construction d'un idéal type et ensuite de retour vers le terrain pour réfléchir, nous manque aujourd'hui. Voilà, c'était juste une petite réflexion parce qu'on se sert du prétexte de la production d'un document pour le public pour revenir sur des éléments d'interprétation, de lecture, de datation. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, pour revenir sur la notion d'idéal type, ce qui est peut-être gênant, mais c'est vraiment un petit détail, pour être grincheux vraiment sur un petit détail, c'est que du coup, dans les arènes de Nîmes, on arrive à la fin à un produit qui est extrêmement léché. Et donc l'archéologue qui dit attendez, non là il faut mettre une agrafe de plus en plomb, là le rond qui soit bien rond, là la pierre qu'elle tombe bien. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est normal que vous soyez trompé parce que ça a cassé. Donc ça a cassé, mais par contre moi je vous le restitue comme ça aurait dû durer. Et donc ça, du coup on arrive à la fin à partir d'un objet archéologique qui a vécu, certes, mais qui n'a pas été construit par les gens qui l'ont fabriqué comme l'architecte l'avait imaginé, à arriver à la fin à un produit qui est en fin de compte non pas le produit qu'il y a sur le terrain, mais un produit tel que l'architecte devrait le construire demain. Et ça, du coup, ça l'enlève ce petit retard du terrain, peut-être du coup un peu gênant. On n'a pas c'est pas le cas là, mais on n'aurait peut-être pas, si on continuait dans ce sens-là, les arènes de Nîmes, mais en fin de compte,
des arènes comme il n'en a jamais existé, quoi. Moi, j'avais le souvenir naguère quand il y a eu le travail sur l'aqueduc de Nîmes, autrement dit le pont du Gard, où les relevés avaient montré que la galerie principale, la galerie souterraine, non pas le pont du Gard, les deux équipes avaient travaillé et n'étaient pas arrivées à arriver face à face en creusant la galerie. Et un archéologue bien connu, professeur dans une grande université, avait dit c'est pas possible, recommencer. Les Romains ne se trompent pas, quoi. Je veux dire, voilà, lui, quand il dessine deux traits, ils sont bien droits. Or, ça ne pouvait pas marcher. Et là, on arrive du coup à effacer les deux traits parce que ça devrait fonctionner de cette manière-là, donc on le fait. Les Romains se trompaient quand même, et c'est fréquent. Ça permet sur l'architecture, on s'en rend compte régulièrement. Il y a des erreurs. Et là, même sur l'amphithéâtre, effectivement, c'est quelque chose de stylisé en même temps. On pourrait approfondir, mais ce serait passé un temps monstrueux pour approfondir ce genre de choses. Et encore, si vous avez remarqué, j'ai rajouté des agrafes par exemple, mais je ne les ai pas mis sur tous les blocs, parce que justement, il n'y en a pas nécessairement sur tous les blocs. Ça dépend des parties présentées. Et sur certaines parties, il y a des agrafes sur tous les blocs, et puis sur d'autres, il n'y en a que sur les consoles. Et c'était le cas de ce que j'ai proposé à Art Graphique et Patrimoine, parce que ça me semblait le plus judicieux. Je vous intéresse, vous avez mis l'adresse. Ah, pourquoi pas. Sur les oui, voilà. Sur le site de la ville de Nîmes aussi. Oui, moi je m'appelle Solveig Cherrier, je m'occupe du service éducatif du musée de Millau et du site de l'Agrofezinc. C'est un super projet que vous nous présentez. Juste, j'ai une question pratique en termes d'évaluation, vous l'avez déjà un petit peu abordé tout à l'heure. Vous parlez notamment de critères sociaux, et je me demandais, bon, et de critères d'âge, donc comment, avec un outil tel que celui-ci, un website, comment on fait pour procéder à une évaluation ensuite? Et j'avais aussi une autre question sous-jacente en termes de médiation. Est-ce que cet outil est utilisé par des médiateurs sur le terrain, ou est-ce qu'il a uniquement vocation à être développé par un public individuel finalement? Alors, vous mettez le doigt sur l'aspect des choses, je dirais, dans la continuité de ce projet, qui n'a pas forcément, il n'y a pas forcément les moyens, les disponibilités suffisantes peut-être dans les équipes de la ville de Nîmes pour avoir tout cet accompagnement d'évaluation, de transmission, etc. Donc nous, à notre niveau, on a essayé effectivement au maximum de le faire connaître. Les retours qu'on peut avoir sont les retours qu'on a par Google Analytics. Après, effectivement, ça c'est quelque chose qu'a imaginé à mettre en place quand on produit ce genre de documents, surtout quand ils sont interactifs comme ça sur Internet avec les statistiques de connexion, etc. On peut quand même avoir des informations assez fines sur ce qui se passe, quels sont les contenus qui sont regardés, ceux qui ne le sont pas, quels sont les modules qui intéressent et ceux qui intéressent moins, etc. Je dirais que l'équipe qui a géré le projet a essayé de suivre ça du mieux qu'elle peut. Après, je pense que là, il y a un problème après de dimensionnement des équipes et d'attention à ce qui est produit. Et moi, à titre personnel, en ce moment, je suis sur la production de toute la partie audiovisuelle et multimédia du futur musée de la Romanité. Donc, j'ai plus le temps, là, matériellement, de me poser des questions sur le devenir de ce webdoc. Et c'est effectivement un questionnement qu'il faut que nous ayons, nous, professionnels et acteurs de la médiation, sur une fois que, mais c'est aussi des moyens, sinon financiers au moins humains et de réflexion, sur quel est le devenir et l'utilisation du produit que j'ai réalisé, jusqu'à quel point il a touché ses objectifs, comment je peux améliorer ce que je vais faire à l'avenir. Là, c'est un peu un appel que je fais aussi aux donneurs d'ordre, aux collectivités, aux institutions, pour s'emparer après des résultats, effectivement, des retours du terrain, pour mieux calibrer. Il y a certainement plein de défauts dans ce produit, mieux calibrer à l'avenir. Non, mais c'est... Procédure un timing de 17h pour la